Je vous propose que l'on démarre. Il est 9h05 maintenant, 9h plus. Oui, on peut y aller. On peut y aller. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. On va passer ensemble à 1 heure sur une thématique intéressante, comment devenir manager coach intéressante et d'actualité. Juste avant de démarrer la présentation, donc merci de couper les micros. Et puis, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay sur le site d'EVA Talent Développement, où d'ailleurs vous allez trouver l'ensemble des replays de nos webinaires que nous réalisons depuis maintenant 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec ma collègue, Prudhomme Nicole, comme chaque fois. Il n'y a que Aurélie Rezer, notre autre collègue, qui manque pour des raisons de surcharge de travail. Ça arrive à tout le monde. Et à notre métier, donc DVA Talent Développement, notre métier se structure en 2 parties. La première partie centrée sur l'individuel et la deuxième partie sur le collectif. Pour la première partie, notre ambition, c'est d'accélérer le développement des managers et des leaders avec différentes ou grâce à différentes prestations, assessment center, formation, coaching, 360 et bilan. Et pour la partie collective, notre mission est de soutenir les équipes et les organisations dans les transformations via le coaching d'équipe, les ateliers d'intelligence collective, le co-développement, l'analyse des pratiques managériales, ressources humaines et des groupes de travail sur des thématiques variées. Au programme, aujourd'hui, Nicole va nous dire pourquoi aujourd'hui le manager coach est devenu une posture indispensable. On va rappeler la différence entre le manager et le manager coach pour que ça soit clair pour tous. La posture du manager coach, les soft skills du manager coach, bien évidemment, il y en a beaucoup, on a choisi les plus importantes. Le kit du manager coach, quelques outils et méthodes à la portée de tout le monde. Après, c'est quand fonctionner comme manager coach, c'est important, ce qui va nous renvoyer à la différence entre manager et manager coach et comment DVA, Talent Développement, peut vous aider dans pour acquérir, pour renforcer cette posture de manager coach. Donc, Nicole, est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui cette posture est nécessaire, utile, indispensable? Alors, donc, nous avons listé un certain nombre d'éléments pour répondre à cette question, avec notamment, pour commencer, une relation des salariés avec leur manager qui est différente, des salariés qui sont de plus en plus exigeants, avec des attentes sur le plan managérial, mais aussi sur le plan du feedback, de la reconnaissance, et qui donc euh, transforme la relation hiérarchie manager ou salarié. On a aussi des tâches qui se complexifient de jour en jour, en fait, avec, quelquefois, on a de plus en plus de changements d'orientation, de stratégie, de notions de performance court terme. Aussi, on dit de temps en temps, on est obligé de voyager par temps de brume, ce qui est difficile pour les managers, mais aussi pour les collaborateurs, surtout quand on sait que s'ajoute à ça une information galopante du matin au soir et du soir au matin qui amène du stress, là aussi de la complexité, et qui fait que les collaborateurs vivent un bon niveau de pression qu'il faut relativiser, accompagner, et ceci donc implique
de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. En fait, le lien avec la hiérarchie maintenant est plus basé sur une notion de parité, d'échange, et on en parlera souvent dans cette présentation, de confiance et de transparence. Et pour ce faire, notre manager doit, donc on vient de le dire, changer le type de relation sur plutôt la base de la confiance, de la transparence et de l'échange. En fait, il doit moins confier des tâches, mais plutôt des missions et des projets, et en ayant pour objectif de faire grandir et de responsabiliser son collaborateur. Pour réussir ça, d'ailleurs, on le verra, mais il faudra travailler sur la notion de compétence, savoir d'où on part pour voir jusqu'où on peut les responsabiliser et jusqu'où on peut prendre des risques avec eux. Et puis, il faut aussi évidemment changer le mode de collaboration avec un aspect plus important en matière d'interaction, de partage et d'échange sur les idées et les solutions, et avec une relation à la hiérarchie qui là encore évolue. Et finalement, cette notion de manager coach, on va voir, elle est nécessaire dans quelques situations, mais pour aller plus loin, on pourrait dire qu'elle devrait être permanente, en fait. Elle devrait être permanente. Alors, Nicole, quelle est la différence entre le manager et le manager coach? Alors, on a d'un côté le manager avec des verbes autour plutôt de l'action, en fait. Le manager, bah, vous voyez, il y a quand même un inventaire qui est assez long. Il agit en recrutant, il forme, il anime. Je peux vous lire tous ces verbes. Il évalue, il dirige, il s'arrange pour que les objectifs soient tenus, il challenge, il organise, il suit et il contrôle, il est orienté vers leur performance. En fait, il pilote l'activité de son collaborateur. Pour le manager coach, on dira aussi qu'il est orienté performance, bien sûr, parce qu'en fait, quand on est manager coach, on se doit aussi d'être orienté performance. Et en fait, toutes les actions que l'on a chez le manager se retrouvent aussi chez le manager coach, mais avec une intention qui est différente. Et si sur le manager, on est autour du verbe agir, sur le manager coach, on est plus autour du verbe accompagner, avec plutôt des compétences autour du leader inspirant et responsabilisant. Et c'est pourquoi, finalement, le manager coach va favoriser des prises de conscience et d'apprentissage autour du questionnement, va développer l'autonomie et le sens des responsabilités de CN-1. Il est toujours là pour accompagner sans faire à la place d'eux. Il soutient dans la prise de décision. Il travaille sur la motivation et la liberté d'action de CN-1, là aussi en étant disponible et en impulsant un état d'esprit autour de la prise de risque et de vas-y, je te suis et je t'accompagne. Il travaille sur l'optimisation de la performance et le résultat de ça, le plus souvent, c'est, eh bien, on sent un bien-être des collaborateurs et de l'équipe, et il y est très attentif. Et s'il y a des signaux faibles qui montrent que on n'en est plus là, il se repose la question. Et finalement, l'attitude du manager coach, c'est être vigilant, se poser des questions, repousser les lignes et accompagner le collaborateur. Alors, Alexandra, Oui. sur cette différence, s'il te plaît, peux-tu nous donner un exemple qui nous permettrait de comprendre ce qu'est un manager et un manager coach?
Donc, pour illustrer les propos de Nicole, on a choisi un exemple d'un collaborateur qui s'est trompé et qui n'a pas commandé la quantité nécessaire de matières premières pour répondre à une commande client. Donc, le manager a deux options. Je vous assure que la première n'existe pas que dans les livres, hein. Donc, il y a une attitude infantilisante et une attitude responsabilisante. Donc, dans l'attitude infantilisante, qu'est-ce qu'il va faire le manager? Il va convoquer rapidement le collaborateur, il va lui faire des reproches d'une manière plus ou moins directe, il va lui donner des consignes claires, précises pour que le problème soit réglé dans la minute. Et bien évidemment, pour conclure cette entrevue, il va lui faire la morale et il va lui rappeler que cette situation ne doit pas se reproduire, comme si le collaborateur ne le savait pas. Donc l'attitude responsabilisante, c'est complètement différent. Donc le manager va appeler le collaborateur. Il va lui demander qu'est-ce qui l'a conduit à cet oubli et qu'est-ce qu'il pense de cet oubli. Il va le faire réfléchir à l'impact de cet oubli sur le client, lui-même, l'équipe, l'entreprise, les résultats. Et il va lui demander d'hésiter sur la manière dont il pense pouvoir résoudre ce problème. Et une fois que le collaborateur aura donné plusieurs pistes de solutions, ils vont décider ensemble de la solution la plus adaptée et le manager va demander au collaborateur ce dont il a besoin pour résoudre dans l'immédiat ce problème, mais aussi pour que ce problème ne se reproduise plus. Vous voyez que c'est complètement différent, c'est responsabilisant parce qu'il n'y a pas le ton moralisateur et accusateur. C'est le manager, coach, cherche à faire prendre conscience des conséquences de cet oubli et chemine avec le collaborateur vers la recherche de la solution la plus adaptée pour résoudre ce problème en profondeur. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre cette attitude infantilisante et cette attitude responsabilisante? Il y a deux dimensions principales. Il y en a certainement plusieurs, mais les plus intéressantes, c'est le regard que le manager porte sur chacun de ses collaborateurs et l'intention du manager. Dans le premier cas, donc le manager voit les collaborateurs comme des personnes qu'il faut corriger. Il faut les mettre dans le droit chemin parce qu'ils se sont écartés, ils ont fait un pas de côté. Pour pour le manager responsabilisant ou le manager coach, il regarde ses collaborateurs comme des personnes ayant le potentiel pour s'auto-corriger, pour trouver par eux-mêmes la solution à leurs propres problèmes. La deuxième différence, c'est l'intention du manager. Pour le manager infantilisant, son objectif, c'est de garder le contrôle quoi qu'il arrive. Et pour le manager responsabilisant, son intention est de développer, de responsabiliser, de contribuer aussi à l'épanouissement de ses collaborateurs via ces deux leviers, développement et responsabilisation. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais nous rappeler les principales ou les principaux soft skills du manager coach, enfin, celles qui nous ont paru les plus importantes, parce il y en a beaucoup. Alors, tu as déjà parlé de l'intention, Alexandra. En fait, Oui, cette notion d'intention positive est essentielle. On pense que c'est vraiment la première marche des soft skills du manager coach. On a intégré cette notion de faire progresser le collaborateur en
en y croyant déjà, on croit au développement, et ça c'est important, et on a compris que notre mission c'est ça, et qu'on va, de par notre posture, faire évoluer et grandir le collaborateur. On parle de regard Pygmalion ici. L'effet Pygmalion, c'est finalement porter sur les gens un regard positif. Il a été prouvé dans des écoles aux États-Unis que les professeurs qui arrivaient et qui ne connaissaient pas l'historique des élèves et qui n'avaient pas remarqué ceux qui étaient finalement un peu à la marge, s'ils décidaient de porter un regard positif sur eux, eh bien leurs résultats augmentaient véritablement. Et on a dans cette notion de regard Pygmalion la notion aussi de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que plus on va porter cette notion de succès, plus on a de chances de voir les performances augmenter. La confiance c'est essentiel. On a souvent cette phrase de nos managers, il n'y a pas de confiance sans contrôle. Et bon, on est, nous, par rapport à ça, un tout petit peu pas complètement d'accord, parce qu'on pense au contraire que s'il y a de la confiance, alors ça exclut presque le contrôle. Parce que si on contrôle, alors c'est qu'il n'y a pas de confiance. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser aller, mais ça veut seulement dire que puisqu'on fait confiance à quelqu'un, on va aussi lui faire confiance sur sa capacité à nous appeler s'il a besoin d'aide. Et donc, cette notion dans les soft skills du manager coach, cette notion de confiance est véritablement importante. On a l'optimisme aussi. Dans l'optimisme, on a accepté les erreurs, savoir en tirer des enseignements. On a ici la notion de l'apprentissage. Et l'écoute avec la troisième oreille, c'est finalement, j'entends, je comprends ce que l'autre me dit, mais je vais au-delà de ça. Et je dis quelquefois, moi, la troisième oreille, ou ça pourrait être le troisième œil aussi, en disant, regardez les gens parler. Ne les écoutez pas seulement, regardez-les, et vous verrez ainsi tout ce qui est non-verbal et qui vous permettra de comprendre les réticences ou les engagements du collaborateur. Le sens critique, c'est-à-dire, c'est véritablement pousser les lignes pour faire avancer, aller au-delà de ce qui est dit et aider le collaborateur à se questionner. Et tout ça avec de l'humilité, autrement dit, une posture basse pour permettre au collaborateur de s'exprimer en lui laissant le temps et en lui posant des questions. La pédagogie, il s'agit ici d'expliquer et de s'adapter aux besoins de l'autre, en fait, en se disant si rien n'a été vraiment complètement bien appréhendé, on continue. Et on le fait avec respect, sans jugement de valeur. Et on revient donc à cette notion d'intention positive. On est dans une boucle vertueuse où on se dit que on le fait dans une volonté de faire progresser notre collaborateur. Voilà pour les soft skills. On pourrait sans doute en ajouter d'autres, bien sûr, mais celle-ci nous paraissait être essentielle. Maintenant qu'on connaît un peu la différence entre le manager et le manager coach, on connaît ses principales soft skills. Est-ce que on va aborder le kit, donc les outils et les méthodes du manager coach? Nicole, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns? Voilà, on va vous présenter donc ce kit du manager coach, c'est déjà pas mal. En repartant avec une valise comme ça, il y a de quoi faire, avec un travail sur les différents, ou comment appréhender les différents stades de l'autonomie pour accompagner nos collaborateurs, la notion d'écoute active qu'on va vous présenter, un outil autour du questionnement puissant, de la résolution de problèmes avec les 5 pourquoi,
le feedback constructif et plan d'action, l'approche test and learn, la grille RPBDCP, je fais attention de ne pas me tromper, et puis l'entretien gros. Tous ces outils, toutes ces approches sont des supports pour le manager coach qui vont lui permettre d'avoir un peu plus de confort. Parce que, on ne l'a pas encore trop dit, ça s'apprend. On n'est pas manager coach comme ça. Et le fait d'avoir quelques supports pédagogiques, techniques ou outils vont nous donner une sorte de confort pour pouvoir évoluer dans cette zone. Alors, Alexandra, je te passe la parole pour nous parler des différents stades de l'autonomie. Alors, donc, ces stades de l'autonomie, c'est une grille de lecture, donc des compétences du profil du collaborateur pour pouvoir mieux adapter sa posture de manager aux besoins et aux attentes de chacun. Donc, le premier niveau, le premier stade, c'est la dépendance. C'est un jeune diplômé qu'on vient de recruter, certes, il a eu son master, il a la tête pleine de connaissances théoriques, etc., etc. Mais en arrivant chez nous, il passe par une phase d'apprentissage de ses missions, des valeurs, de la culture, du mode de fonctionnement de l'entreprise. Une fois qu'il prend ses repères, qu'il prend connaissance de ses missions, de tout ce qui se passe en entreprise, le deuxième stade, c'est la contre-dépendance. Il y a des collaborateurs qui se positionnent en opposition pour affirmer leur identité professionnelle. Donc, ça veut dire que la relation manager-collaborateur va être un peu délicate ou problématique. Une fois passé ce stade de contre-dépendance, on arrive à l'indépendance. Plus le collaborateur acquiert des compétences, de l'expérience, de l'expertise, il va être centré sur ses objectifs professionnels et il va oublier de faire des reportings réguliers à son manager. Il ne va pas être en opposition avec son manager comme la contre-dépendance, mais il va tout simplement oublier de rendre des comptes. Et puis, le dernier stade, le stade, je dirais, le plus intéressant pour un manager et en même temps le plus facile pour un manager, c'est le moment où le collaborateur, il entre dans la relation avec son manager d'égal à égal. Donc, c'est plus une relation de manager subordonné, c'est vraiment une relation de pair à pair, parce que il est conscient que c'est pas parce qu'il va rendre des comptes, il va demander de l'aide, il va demander l'avis de son manager. Il est conscient qu'il ne va pas perdre son identité ou sa position. Bien évidemment, la posture du manager coach peut intervenir dans la phase, dans le stade de la dépendance. Là, on va plutôt parler du manager formateur. Il est vraiment formateur, tuteur, pour aider la montée en compétences du collaborateur débutant. La posture du manager coach commence petit à petit à émerger à partir du stade de la contre-dépendance pour faire prendre conscience à son collaborateur de cette phase d'opposition, de l'aider à comprendre que son identité professionnelle reste stable et intégrale sans pour autant être en opposition, et ainsi de suite. Et en arrivant à l'interdépendance, j'ai envie de vous dire que c'est plus une relation de coaching, c'est une relation de co-coaching. Parce que chacun a des choses à apprendre de l'autre, le manager du collaborateur et le collaborateur du manager. Donc, Nicole, est-ce que tu peux nous parler de cette écoute avec la troisième oreille? Bon, c'est juste un rappel, on a voulu faire quelque chose de plus humoristique.
parce que on sait, l'écoute, on en parle tout le temps et on est tout le temps confronté à cela. Oui, alors donc on vous présente une approche un peu paradoxale et plus drôle, comme tu le dis, Alexandra. C'est comment bloquer efficacement un échange. Donc 10 conseils pour bloquer l'échange. Et c'est drôle, mais en fait, pas que ça, parce que finalement, on se retrouve, nous aussi, quelquefois dans ces situations-là. Bien sûr, ça nous arrive, et les lire et avoir les réponses en face peut être drôle. Et sans doute que vous penseriez à d'autres réactions que vous avez ou que l'on a ou que vous rencontrez chez les managers. Donc, on commence par, on a un collaborateur qui nous parle de quelque chose et puis on commence par lui couper la parole en rectifiant ses erreurs. Je vous dis que la réunion a lieu mardi et non jeudi. Donc ça, c'est déjà, ça permet bien de créer l'échange. Et ce fameux collaborateur est en ce moment en période de stress, ne va pas trop bien. Et la réponse du manager peut être, bah, on en parlera quand tu auras plus le moral, quoi, parce que là, en ce moment, c'est pas la peine, on va perdre du temps. Donc, on se protège de l'émotionnel. On a aussi le manager qui donne des conseils personnels. Le fameux, moi, à ta place, je ferai ça. Ça, c'est le truc qu'on trouve partout, à tous les niveaux de la vie professionnelle et personnelle d'ailleurs. Cette fameuse phrase, moi, à ta place, je ferai ça. Donc, il faut surtout la mettre de côté et l'utiliser le moins souvent possible, même si c'est pas si facile. Et puis, on a aussi le manager qui donne des solutions tout de suite, qui finalement entend le problème de son collaborateur, un problème que le collaborateur trouve sans doute un peu compliqué, et lui, il a une réponse simplifiante en disant, bah, envoie un mail et tout sera réglé. Un manager qui se disperse, qui en profite pour aller ailleurs, pour parler d'autres sujets, en fait, et qui finalement n'utilise pas vraiment sa troisième oreille, là, pour le coup. Il porte des jugements. Là, c'est encore plus fort. Ça ne se fait pas. Sur le côté moralisateur, l'adulte, quoi, l'adulte qui moralise. Et puis aussi, ça lui évoque, on a un collaborateur qui parle d'un sujet qui l'inquiète. Et lui, ça lui rappelle des souvenirs. Ça me rappelle quand j'étais en poste chez X et que finalement, ça m'est arrivé aussi. En fait, et on est souvent dans ces situations-là, soit une négation, soit une banalisation du problème rencontré par son collaborateur. On a aussi des managers qui peuvent dire je ne peux pas vous laisser dire ça, il n'y a pas d'argument solide pour retarder ce projet. En fait, le côté je te prends de haut, ou bien alors, bah, allez, qui font de la négation, du déni. Ne dramatisez pas, c'est pas si compliqué, et vous allez bien y arriver, bien y arriver. Et puis, bah, on présente son point de vue, contrairement à toi, je pense que ce n'est pas la bonne décision parce que tous ces exemples-là qui sont parce on les a tous utilisés, tous vécus, et puis on les rencontre tout le temps, et, enfin souvent, on va dire, n'exagérons pas, mais ça montre que, en fait, on n'écoute pas assez, et on n'est pas dans une relation avec l'autre qui est dans une relation d'échange et de parité, de compréhension et d'empathie. Donc, finalement, si on veut vraiment écouter avec la troisième oreille, quelles sont les postures et les éléments qui sont importants pour réussir à créer ce lien et cet échange? Évidemment, la notion de respect, respecter l'interlocuteur, il doit se sentir respecté et reconnu.
Et le manager se concentre sur ce qui est dit. Il écoute vraiment et, et dans son non-verbal, il est sur le sujet. Il montre que il écoute, il essaie de ne pas avoir les yeux qui partent ailleurs, de ne pas regarder derrière. Il montre de l'intérêt avec authenticité et sincérité. Et tout dans son body language, c'est tourné vers l'écoute. On note évidemment, c'est important, cette notion de contact visuel. On regarde les gens parler, on les écoute et on évite d'interrompre parce que finalement, on a déjà la solution, ça nous fait penser à quelque chose, on a une réunion qui va arriver et on voudrait aller plus vite à la solution. Donc, on essaie de bannir ces comportements-là et on laisse notre interlocuteur aller jusqu'au bout de son propos. On essaie pendant cet entretien de suspendre son jugement, de bien partir de l'autre et de ce qu'il attend et non de ce que nous croyons être la bonne solution, tout en accordant des pauses, quelquefois des pauses et on accepte le silence de l'autre. Le temps entre les deux est important parce que c'est une forme de respect et puis parce que ça permet à notre interlocuteur de respirer, de reprendre du temps pour lui et de savoir vers où il va continuer. Et puis, on a cette notion d'empathie. La notion d'empathie, la définition de Jung par rapport à l'empathie, c'est intégrer les valeurs des autres et agir en conséquence. Ça veut dire qu'on ne part pas de soi, on se décentre et on part de ce que l'autre est et de ce qu'il attend. Ça, pour le coup, c'est un chemin, mais on doit vraiment se décentrer et comprendre où en est l'autre et comprendre son monde, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il supporte et toutes les complications qu'il traverse. Et puis, on rebondit par rapport à ce qui est dit, on dit investiguer, clarifier, reformuler, mais on verra un peu plus tard aussi que poser des questions, le plus de questions possible, le plus d'investigation permettra à la personne de comprendre là où il en est et de l'aider, lui, à cheminer. Donc, Alexandra, justement, tu vas nous parler de ce questionnement. Donc, le questionnement puissant, donc avec l'écoute active et l'écoute avec la troisième oreille, le questionnement puissant est le deuxième outil hyper important pour le manager coach. Il ne faut pas oublier que la question est un outil de connaissance de soi et de l'autre et de développement très important. Souvenez-vous, ceux qui ont des enfants, quand ils étaient petits, qu'est-ce que c'est, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. C'est un outil de connaissance. Les bénéfices du questionnement sont multiples et ils sont à la fois pour le manager et pour le collaborateur. Donc, le questionnement puissant permet une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'il va challenger nos croyances, nos préjugés, nos stéréotypes et va nous permettre de nous rendre compte qu'il y a une autre manière de voir une situation ou de regarder une personne. Le questionnement permet aussi de développer notre pensée critique. Parce qu'au fur et à mesure que l'on répond aux questions, on va se rendre compte que peut-être on n'a pas pris assez de recul, on n'est pas dans la bonne voie. Le questionnement nous permet aussi de faire la part des choses entre ce qui est faisable ou pas faisable, réaliste ou pas réaliste, etc. Bien évidemment, ça aide de prendre du recul par rapport à un problème ou par rapport à un sujet donné pour pouvoir l'aborder différemment et en fait trouver la solution.
Le questionnement nous permet à la fois aux collaborateurs, aux managers de prendre des décisions adaptées à la situation en présence. Ça ouvre les champs des possibles parce que plus on challenge les idées et les croyances des autres, plus il va trouver d'autres réponses ou d'autres pistes de solutions et il va automatiquement trouver de nouvelles possibilités ou opportunités. Donc, le questionnement, il est hyper important. C'est pas toujours évident de questionner sans vouloir apporter la réponse, sans vouloir apporter la solution ou un conseil que nous estimons intéressant pour l'autre. Nous avons choisi de vous présenter trois questions très utiles pour la posture du manager coach. Il y a la question ouverte, la question ouvrante et la question réflexive. Donc, on part de la question fermée parce que on entend beaucoup de questions fermées. Donc, es-tu satisfait du résultat de la réunion? Donc, l'autre va dire oui ou va dire non et il va s'arrêter ici. On n'apprendra pas plus. En plus, si on est face à un collaborateur taiseux, pour lui en faire dire plus, ça va être difficile. Nous avons ensuite la question ouverte. Que retiens-tu de cette réunion? Ou comment as-tu perçu cette réunion? Comment t'es-tu senti dans cette réunion? Donc, les questions ouvertes commencent par comment, quand, qui, quoi. Donc, tout ce qui ouvre vers une réponse plus large que le oui ou le non. Il y a la question ouvrante. La question ouvrante, qu'on appelle aussi la question débloquante. Pourquoi ouvrante? Parce que elle va nous orienter dans une autre direction d'analyse et ça va nous permettre de faire un pas de côté pour prendre du recul et trouver un autre angle de vue. Par exemple, que ferais-tu de différent suite à cette réunion? On ne se contente pas de dire à l'autre qu'est-ce que tu retiens de cette réunion? Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette réunion? On va maintenant un pas plus loin en disant qu'est-ce que tu ferais de différent suite à cette réunion? Et vous voyez, ça ouvre d'autres perspectives, d'autres possibilités, d'autres manières de connaître l'autre. Et bien évidemment, la question réflexive, la question qui fait réfléchir l'autre ou qui l'aide à réfléchir. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la mission X que je t'ai confiée? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour que cette mission soit conduite de manière plus efficace? Donc, question ouverte, question ouvrante et question réflexive. Bien évidemment, ensuite, on nous a parlé de la résolution de problèmes avec les 5 pourquoi. Donc, c'est toujours la question. On a pris un exemple concret. Cette méthode des 5 pourquoi peut être utilisée, j'ai envie de vous dire, à toutes les sauces. Et pas que par le manager coach, mais dans différentes circonstances, pour affiner un objectif, pour faire baisser une résistance, pour répartir la charge de travail. Donc, c'est un peu un couteau suisse. Donc, si on prend une entreprise dont le chiffre d'affaires baisse, on va demander à ses collaborateurs ou à son comité de direction pourquoi notre chiffre d'affaires baisse depuis un certain temps. Et on va avoir une réponse certainement qui pourrait être par exemple, nous avons en moyenne 4 clients de moins par jour comparé au mois précédent. Deuxième pourquoi. Pourquoi avons-nous 4 clients de moins par jour? Parce qu'il y a un nouveau concurrent qui s'est implanté dans notre région. Troisième pourquoi. Pourquoi ce concurrent est plus attractif pour nous? Pourquoi il nous pique 4 clients par jour?
Parce qu'il propose des services qui répondent mieux aux attentes des clients. Quatrième, pourquoi? Euh, Pourquoi ces services répondent-ils mieux aux attentes des clients? Parce que ce concurrent a fait une étude de marché et a efficacement segmenté les consommateurs pour leur proposer des services ou produits adaptés. Le cinquième pourquoi, c'est mais nous, pourquoi n'avons-nous pas segmenté la typologie de consommateurs? La réponse au cinquième pourquoi, c'est nous n'avons pas mené une nouvelle étude de marché depuis 3 ans. Et fort de ces informations, le manager, il va pas imposer, il va proposer à son équipe, et si nous, on faisait une étude pour gagner en compétitivité. Vous voyez que le manager, il savait peut-être qu'il n'y avait pas d'étude de marché, mais il a préféré cheminer avec son collaborateur ou avec son équipe vers la solution ou vers la décision qui s'impose sans aucune résistance ou opposition. Essayez de faire ça, par exemple, si vous avez des adolescents à la maison qui vous demandent quelque chose, essayez d'utiliser les 5 pourquoi et voir comment ils réagissent. Donc, parmi les outils que Nicole vous a, la liste d'outils qui font partie du kit, vous avez vu qu'à un moment donné, on parle du feedback et du plan de développement. Nous avons déjà animé un webinaire sur ces thématiques. Donc, du coup, Nicole, est-ce que tu veux nous présenter directement l'approche Test and Learn? Avec plaisir. Donc, sur l'approche Test and Learn, on dit tout d'abord décortiquer l'erreur avec un collaborateur ou une équipe. Ça veut dire sortir d'une approche globale pour aller vers une démarche analytique. Ça veut dire travailler effectivement, comme tu le dis Alexandra, sur cette notion de feedback, de prendre du temps pour comprendre et en tirer des enseignements. Comprendre, c'est d'abord essayer d'identifier ce qui s'est passé pendant cette situation et les points négatifs. Les points négatifs, ce temps est important parce que on peut avoir des attitudes de collaborateurs qui ne savent pas objectiver la situation, prendre de la hauteur et qui sont plutôt sur un mode soit de la justification, soit un mode négatif pour eux-mêmes en disant de toute façon je rate toujours. Donc ce listing des points négatifs, de ce qui s'est passé exactement, ce côté très analytique est important. Finalement, cette étape va permettre d'objectiver. Et puis, on va aller plus loin en travaillant sur les causes. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? On va questionner, essayer de comprendre, pousser dans les retranchements et faire peut-être un arbre des causes. Donc, aller assez loin pour permettre aux collaborateurs de comprendre finalement ce qui s'est passé pendant, enfin, ce phénomène et finalement identifier quelques effets de levier qui vont lui permettre à lui d'avoir des pistes de solutions et puis aussi de gagner en distance et en compréhension. Et ça nous amènera à la troisième étape, finalement. On va travailler sur des solutions pour chaque point, c'est-à-dire que c'est important dans cette approche test and learn de comprendre et d'aller vers du concret. En fait, on ne sort pas d'un entretien comme ça en disant bon bah tu as compris globalement tu travailles sur le process. Bon, et évidemment avec cette réponse-là, personne s'en sortira. Si on dit dans le process, tu travailles sur cette étape-là qui est compliquée parce qu'il y a beaucoup d'interactions et que c'est là que les nœuds se créent, eh bien, on a plus de chances
d'avoir un collaborateur qui adhère et puis aussi qui comprend et qui sait aussi, si on reprend cet exemple de process et de nœuds qui se créent lors d'une interaction, quels soft skills il va utiliser pour trouver des solutions. Des soft skills à ce moment-là, ça peut être communiquer différemment, organiser une réunion, planifier, décider. En fait, dès l'instant où on va être descendu assez bas en termes de granulométrie sur les raisons qui font que ça s'est mal passé, les solutions qu'on peut y apporter, eh bien, la personne va mieux appréhender finalement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et avec qui elle doit le faire. Et donc, ça va lui permettre de se dire, d'en tirer des leçons et de se dire, dans ce type de situation, voilà quels sont les leviers que je vais mettre en avant et comment je vais euh, actionner ce processus. Cette approche test and learn demande du temps, demande aussi de l'humilité par rapport au manager. Il ne sait pas non plus, lui, toujours comment ça va se passer. Et donc, on avance ensemble pour trouver une solution commune et un niveau de compréhension suffisant pour le collaborateur pour qu'il puisse repartir équipé. Voilà pour cette approche. Et je te repasse la parole, Alexandra, pour cette méthode RPBDC. C'est un peu abscon, mais on va s'en sortir. Tu vas nous éclairer. Tu vas nous éclairer. En fait, c'est une autre technique de questionnement, finalement, vous allez voir. C'est un cheminement dans le questionnement qui peut aider le manager. Donc le R, ça vient du réel, c'est-à-dire la situation, le contexte initial. On va demander au collaborateur qui est confronté à un problème, à une difficulté, à une situation un peu délicate. Quelle est la situation? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Comment? Avec qui? Vous voyez, on brosse bien la situation. Le P nous renvoie au problème qui a été généré par cette situation. Qu'est-ce que cela a engendré comme problème? Pourquoi cela t'a posé problème? Parce que si pour moi c'est un problème, pour l'autre ça ne l'est pas. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous fait? Vous voyez, du questionnement et encore du questionnement. Le B, ça vient du besoin. Par rapport à cette situation et à ce problème, quel est ton besoin? Ou de quoi as-tu besoin? Ça va permettre de cheminer vers la question de la demande, où ça va permettre aux collaborateurs de cheminer, de traduire le besoin en demande. On va lui demander, par rapport à ce besoin, par rapport à ce problème, quelle est ta demande et qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat à la fin de notre discussion? Qu'est-ce que comment tu penses que le problème, comment veux-tu que le problème soit réglé à la fin de notre discussion? Et bien évidemment, le C, ça vient du contrat. Une fois que le collaborateur a bien formulé sa demande, on l'a aidé à formuler sa demande, on va décider ensemble de qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce que je fais moi en tant que manager, à quelle fréquence, quelle durée. On se voit pour faire le point, pour faire un feedback, et bien évidemment les règles du jeu. Et ça va conduire, pourquoi contrat? Parce que ça va conduire à un engagement réciproque. Le manager a des choses à faire de son côté et le collaborateur a des choses aussi à faire de son côté. Par exemple, le collaborateur avance petit à petit dans une situation identique et le principal rôle du manager, c'est de lui faire du feedback positif, développant, valorisant, qui peut durer 5 minutes. Il ne s'agit pas de bloquer dans son agenda 3/4 d'heure pour faire un feedback. Donc voilà une autre méthode de poser des questions pour sortir le collaborateur de la
j'ai un problème parce que ceci, parce qu'un tel, parce qu'un tel. Et on va touilloter dans la marmite du problème avec la question piège, mais pourquoi a-t-il ce problème? Et du coup, ça va pas nous faire avancer. Ces questions, vous voyez, se projettent le collaborateur, le sort du problème, de la marmite du problème, et le projette en avant. Qu'est-ce qu'a engendré ce problème? Quel est ton besoin? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Comment peut-on faire ensemble pour y arriver? Une autre manière de poser la question, c'est le gros, et je laisse la parole à Nicole. À Nicole. Alors, l'entretien gros que vous connaissez peut-être, hein, gros, c'est se développer en anglais et c'est utilisé aussi en coaching. En fait, dans quelques situations de coaching, nous, coach, on peut l'utiliser dans une situation donnée. Donc, on reprend finalement ce que veulent dire enfin, ce que veut dire gros. On est d'abord sur un objectif, comme souvent dans un entretien, c'est-à-dire qu'attend-on de cet entretien et quel objectif se fixe-t-on avec la notion de smartisation de l'objectif que l'on connaît sur le côté spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé. Cette étape est importante parce que la suite va découler de ça. Il faut que ce soit réaliste et accessible. Et finalement, une fois l'objectif défini, on va faire l'analyse de la situation de départ, quels sont les points forts, les faiblesses, qu'est-ce qui nous manque pour y arriver, quels sont les obstacles finalement. Quelquefois, c'est un problème de ressources, d'anciennes expériences qui n'ont pas marché, de peur, de croyances limitantes. On a toute une série de raisons qui font que on a eu des obstacles et on n'a pas réussi. Donc là encore, on travaille pour, pour faire un diagnostic de ce qui a marché, de ce qui ne marche pas, et pour pouvoir arriver vers les options. Et cette notion d'option, eh bien, le manager va travailler avec le collaborateur pour le pousser dans ses zones de retranchement, développer sa créativité, accepter d'aller plus loin, d'aller ailleurs, le réconforter sur sa capacité à faire différemment, l'aider à comprendre eh bien, pourquoi il va pouvoir contourner les obstacles, travailler sur la confiance, en étant aussi à ce moment-là très concret et en amenant le collaborateur à trouver ses propres solutions. Et puis, on arrive à la dimension, la quatrième étape, l'action, finalement. Et pour ce faire, on s'assure que tout est bien cadré dans les clous et que les actions à entreprendre sont claires pour le collaborateur, en déterminant le quand, comment, qui, et en disant aussi, voilà comment je peux vous aider. L'effet de cet entretien gros est intéressant en termes de motivation du collaborateur, parce que en fait, on a pris du temps pour qu'il comprenne en termes d'encouragement et d'épanouissement. C'est un entretien qui permet de développer la créativité aussi, puisqu'on va plus loin dans dans les solutions, et puis qui est orienté décision, action. Voilà pour cette notion d'entretien gros et qui peut être utilisé dans une situation donnée avec, avec un collaborateur. Et Nicole, pour avant de conclure, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire quand exactement fonctionner en manager coach? Eh bien, on dirait que
le plus souvent on va le faire, le mieux ce sera, évidemment, et que ça s'apprend. Ça s'apprend d'être manager coach, ça se développe. Et là, on voit, on a eu quelques exemples, mais quand fonctionner vraiment plus particulièrement, c'est quand un collaborateur a des difficultés et qui vient nous voir. Et donc là, on utilise cette notion de questionnement versus solution qu'on vous a montré dans plusieurs exemples et où on se dira que le fil conducteur de toute façon du manager coach sera toujours le questionnement. On n'apporte pas de solution, mais on est surtout sur l'investigation et qu'en est-il, comment ça s'est passé, qu'as-tu trouvé comme solution et quoi d'autre et quoi d'autre. Ça, c'est pour aider un collaborateur, pour permettre à un N-1 de dépasser ses craintes, de développer son potentiel. On a cette notion de feedback encourageant et constructif. Et puis les deux outils que nous venons de vous présenter avec Alexandra, l'entretien gros et RPDCP. Et puis, pour régler un conflit et essayer de sortir de cette situation, la résolution de problèmes avec les 5 pourquoi est adaptée à cette notion de gestion de conflit. Eh bien, j'espère que vous avez été intéressé par cette présentation et Alexandra va vous dire comment nous, DVA, nous pouvons vous aider dans ces situations de développement de la posture de manager coach. Donc, nos interventions se situent à 3 niveaux. Au niveau du conseil, nous avons déjà été sollicités par des entreprises pour mettre en place la culture du management par le coaching, puis bien évidemment la culture du feedback qui est très importante. C'est le premier pas vers la posture du manager coach. De la formation, donc pour nous, formation, c'est 20% théorie, 80% entraînement pratique sur des techniques de coaching, sur l'entraînement pratique à ces différents outils de coaching et pour adopter la posture de coach. Et bien évidemment, le coaching individuel, c'est-à-dire permettre à chacun de vivre une expérience de coaching pour soi-même de 4, 5, 6 heures. Et pour aller plus loin, si le sujet vous intéresse, il y a 2 livres à retenir, Questionner mieux et gagner en leadership. Je ne vous cache pas que ce livre est épuisé pour le moment, mais c'est un livre de Frédéric Fallis qui est à l'origine de la questionologie. Si vous êtes curieux, vous pouvez le regarder sur YouTube, Frédéric Fallis, la questionologie. Il donne quelques pistes et il vous parle de l'importance de la question. Et puis, Laurent Caudron, devenez manager coach pour gagner en efficacité, confort, agilité.